Cette photo de classe, c'est le souvenir d'un moment unique et en même temps d'un énorme échec. Parce que ici, j'étais à Ginette, la prépa la plus prestigieuse de France, l'endroit où les meilleurs étudiants viennent pour viser Polytechnique, Centrale ou les mines. Et moi, à Ginette, je me suis littéralement planté. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 7 erreurs fatales que j'ai faites en prépa afin que tu puisses éviter de faire comme moi. Ce que je vais te révéler, c'est exactement ce que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa. Tout d'abord, posons le contexte de départ. Je me présente, moi c'est Franck, je suis né et j'ai grandi au Tchad. Toute ma scolarité s'est faite là-bas, d'abord dans le système local tchadien, et ensuite, à partir de la classe de 4e, je suis allé dans le système français. J'étais inscrit au lycée français Montaigne de N'Djamena. Dès la classe de seconde, l'orientation post-bac s'était déjà posée. Moi, personnellement, je voulais devenir ingénieur génie civil comme mes parents. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs en France, la voie classique, c'était d'abord de passer par la prépa. Petite définition pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi la prépa. La prépa, c'est une formation ultra rigoureuse et intensive de 2 à 3 ans qui vous prépare au concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Naturellement, j'ai commencé à m'intéresser aux meilleures prépas, celles qui avaient les meilleurs résultats au concours. Et il y en avait une qui revenait sans cesse, le lycée Sainte-Geneviève de Versailles, surnommé Ginette. Mon objectif était donc fixé, intégrer Ginette. Alors, comment j'ai fait pour aller à Ginette? Il faut savoir que pour être accepté à Ginette, il faut un dossier en béton, puisque ce sont les meilleurs lycéens qui y sont admis. Et donc, dans l'optique de me mettre toutes les chances de mon côté, il m'a été conseillé d'aller faire ma dernière année de lycée, et donc ma classe de terminale, directement en France. Et le choix du lycée ne s'est pas fait au hasard. On a ciblé des lycées jésuites. Vous allez me demander pourquoi jésuites? Tout simplement parce que Ginette, c'est une prépa jésuite. Et donc, aller faire ses preuves dans un lycée du même réseau, c'est en quelque sorte une manière de se donner du crédit et en même temps une manière de s'acclimater à leurs principes et à leurs valeurs. Il y avait 4 établissements jésuites principalement en France. Le lycée Saint-Louis de Gonzague, dit Franklin à Paris, le lycée La Providence d'Amiens, le lycée Saint-Joseph de Reims et enfin le lycée Le Caousou de Toulouse. Finalement, j'avais une tante qui habitait à Reims. Elle a bien accepté de me faire venir en France et de m'héberger. Et donc, direction le lycée Saint-Joseph de Reims. Et là, je veux vous avouer un truc. Quitter ma famille, quitter mes amis, quitter mes habitudes, quitter mon pays, le tout seulement à 17 ans, c'était une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre. Je vous laisse imaginer toutes les émotions par lesquelles je suis passé. Bref, je débarque donc à Reims. Mon année au lycée Saint-Joseph de Reims s'est extrêmement bien passée. En semaine, j'étais en internat et le week-end, je rentrais chez ma tante. J'étais vraiment épanoui parce que c'était une nouvelle expérience, l'internat pour moi. Et je m'étais bien intégré au point où j'ai explosé tous mes résultats. Et au fur et à mesure de l'année, pour moi, Ginette, c'était devenu une sorte d'évidence parce que je considérais ça comme l'étape d'après, c'est-à-dire le prolongement de l'expérience que je vivais actuellement au lycée Saint-Joseph de Reims. Ensuite, les résultats de Parcoursup sont tombés. Alors, petite définition pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme sur laquelle vous postulez pour des formations d'études supérieures en France. Et donc, moi, j'avais postulé pour Ginette. Et j'y étais accepté. J'étais extrêmement content. Les efforts et les sacrifices avaient payé. Et lorsque je repense à cet épisode-là, ce qui a joué en ma faveur, je pense, au-delà de mes résultats, c'est mon histoire. Puisque à Ginette, on vous demande une lettre de motivation assez longue dans laquelle vous vous dévoilez. Et moi, quand j'ai raconté mon histoire, c'est-à-dire d'où je venais, où j'étais et où je voulais aller, clairement, ça fait ressortir mon dossier du lot. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que réussir à entrer à Ginette, ce n'était que le début du vrai défi. Parlons maintenant des débuts à Ginette. Alors, quand vous êtes accepté à Ginette, il y a une tradition assez sympa. Tous les admis rejoignent un groupe privé Facebook et l'idée c'est que chacun poste une vidéo de présentation. Ça permet en quelque sorte que toute la promo reconnaisse déjà certains visages avant la rentrée. Ensuite, la fameuse semaine d'intégration, le chantier. Alors, je ne peux pas tout vous spoiler pour ceux et celles qui auront la chance de la vivre, mais en tout cas, c'est une expérience
incroyable. Durant cette semaine d'intégration, j'ai appris à connaître mes camarades. Et oui, il y a des élèves des grands lycées parisiens, mais pas que. Beaucoup viennent aussi de toute la France et même de l'étranger. Et donc le mythe comme quoi Ginette serait le repère de bobos parisiens, il est totalement faux. La réalité, c'est une diversité bien plus large. Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'il y avait des gens comme moi, c'est-à-dire des gens d'origine africaine ayant grandi en Afrique? La réponse, c'est clairement non. Mais bien évidemment, cela n'a pas empêché que je puisse créer des liens avec mes camarades parce que ce qui compte réellement, c'est les principes, les valeurs et les expériences partagées. Après la semaine d'intégration, les cours ont commencé. Alors, le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'étais à Ginette, c'est que tout est fait pour qu'on puisse se concentrer à 100% sur le travail. Déjà, on est tous en internat. Il peut arriver même que les salles de classe soient littéralement 2 étages en dessous de notre chambre. La chambre, elle est également rangée chaque 2 semaines ou 1 semaine. Ensuite, on cuisine pas, donc il y a la cantine. Et enfin, même la lessive, elle est faite pour nous. Et donc, tout ce qui est charge mentale autre que le travail, on te la retire. Vous allez me dire, la scolarité doit coûter une blinde là-bas. C'est vrai, mais ils adaptent la scolarité, ou du moins les frais d'écolage, en fonction des revenus de vos parents. Il y en a qui payent le plein tarif et il y en a d'autres également en fonction des revenus des parents. S'ils sont plus ou moins modestes, on essaye d'adapter ces frais d'écolage. Parlons maintenant du travail en tant que tel. Bien évidemment, avant d'entrer en prépa, j'avais déjà entendu parler de la charge de travail énorme. J'étais donc prêt à travailler beaucoup. Sauf que travailler beaucoup, c'est le minimum en fait attendu pour tout le monde. Le vrai challenge, c'est de travailler de manière efficace, de manière létale. Et là, je me suis pris une claque monumentale. Parce que le niveau n'avait plus rien à voir avec le lycée, c'était pas juste un peu difficile, c'était vraiment autre chose. J'ai très vite compris que mes anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. En prépa, ce qui est important, c'est votre système de travail, ce que j'appelle également votre véhicule, une sorte de machine qui va vous accompagner durant vos 2 à 3 années de prépa. Et c'est là qu'intervient ma première erreur fatale. Je vais vous partager mes 7 erreurs fatales tour à tour. La dernière, c'est la plus grave. Vous verrez. L'erreur numéro 1, c'est que je n'ai pas construit mon système de travail très rapidement. Pour définir votre système de travail ou votre véhicule, vous avez besoin de répondre à quelques questions basiques. La première, c'est combien de temps de sommeil j'ai réellement besoin. Ensuite, combien de temps je peux travailler de manière efficace avant de décrocher. À quel moment de la journée je suis le plus efficace. Et enfin, quelles sont les activités qui me reposent réellement et lesquelles, au contraire, me bouffent toute mon énergie. Vous voyez ces questions-là, basiques, je me l'étais jamais posées avant d'entrer en prépa. Mon conseil, c'est que apprenez à vous connaître. Définissez très rapidement votre système de travail et ce même avant la rentrée. Bien sûr, au fur et à mesure de vos années en prépa, vous pourrez l'améliorer. Pour tout véhicule, vous aurez besoin d'une boîte à outils. Et l'un des outils que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa, c'est le concept de deep work. Le deep work, c'est le travail concentré, sans distraction, pendant un temps limité. Donc, pas de téléphone, pas de musique, juste vous et votre travail. Ensuite, les pauses. Les pauses, c'est obligatoire. Mais attention, une pause doit être régénératrice, pas aller scroller sur les réseaux sociaux. Vous devez peut-être aller marcher, pas aller faire du sport, ou juste rien faire et vous allonger et fermer vos yeux. L'idée, c'est que vous laissez votre esprit vagabonder. Ça, c'était ma première erreur. La deuxième est encore pire. L'erreur numéro 2, c'est que j'ai voulu être bon partout. Au début, je voulais m'entêter à être bon partout comme au lycée. Sauf que en prépa, vouloir être bon partout, c'est exactement être moyen, voire nul partout. Vous devez vous focus parce que la charge de travail est tellement grande que vous ne pouvez pas disperser vos énergies par-ci, par-là. Vous devez vous concentrer sur 2 matières au plus. Moi, par exemple, j'étais en MPSI, donc maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et clairement, la matière centrale, c'est les maths. On avait 12 heures de cours de maths par semaine. Et donc, l'élève qui arrive à craquer le code des maths, il a fait le gros du boulot. Ça devrait aller pour lui tout le long de l'année. Ensuite vient la physique. C'est un peu plus chill, du moins par rapport aux maths. La stratégie à adopter, c'est de miser sur vos points forts. N'oubliez pas que la prépa, c'est fait pour préparer les concours. Ce n'est pas fait pour faire plaisir à papa et à maman, ce n'est pas fait pour briller à certaines cols, ou du moins ce n'est pas fait pour avoir des bonnes notes à certains DS. Qui dit concours dit
coefficients. Vous devez donc miser là où les matières ont des forts coefficients. En MP, les matières avec les plus gros coefficients, c'est clairement les maths et la physique. Donc, soit vous êtes très fort en maths et bon en physique, soit vous êtes très fort en physique et bon en maths. Donc, c'est à vous de vous adapter. Je vois déjà les petits malins qui vont rien branler sur les autres matières. Non, il faut assurer le minimum sur le reste des matières pour avoir des résultats corrects. L'erreur numéro 3, c'est que je n'ai pas su apprendre à apprendre. En prépa, la vitesse des cours est folle. Il m'arrivait qu'en classe, je décrochais et je me disais, c'est pas grave, je reverrai ça le soir. Très mauvaise idée parce que le gros du travail se fait en classe. Vous devez être ultra présent et ultra actif en classe. C'est du temps que vous allez gagner lorsque vous allez revoir votre cours à la maison. Ensuite, vos connaissances du cours sont testées en colle. Et donc, petite définition pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi l'école. L'école, ce sont des interrogations orales de 1 heure qui sont structurées en 2 parties. Donc la première partie, c'est la restitution des concepts que vous aurez vus en cours. Donc ça peut être des théorèmes ou des résultats. Ensuite, la deuxième partie, c'est la résolution d'exercices. Et moi, personnellement, je galérais beaucoup en colle de maths, notamment les questions de cours. En fait, je n'ai pas su développer des méthodes efficaces pour apprendre mon cours. Alors, les stratégies pour apprendre votre cours de maths. Oubliez le par cœur, c'est très dangereux. Ce que vous devez faire, c'est plutôt partir de la vision globale et ensuite zoomer au fur et à mesure sur les détails. Je m'explique. Vous devez d'abord partir du plan, c'est-à-dire le plan de votre chapitre, les grands 1, grand 2, grand 3, etc. Donc, je m'explique. Vous partez d'abord du plan de votre chapitre et ensuite des grands théorèmes de chaque partie de votre plan. Et enfin, vous faites le squelette des démonstrations de ces grands théorèmes. Une autre technique qui peut être très utile pour apprendre ces démonstrations, c'est la méthode Feynman ou la méthode de la feuille blanche. La technique consiste à prendre une feuille blanche, à mettre votre cours de côté et à restituer sur cette feuille blanche votre cours. Donc vous allez commencer par le nom du théorème, l'énoncé, les hypothèses, l'idée de la preuve et enfin le squelette de la démonstration. Et ensuite, vous essayez de comparer avec votre cours et vous regardez là où il y a des manquements et vous corrigez. Et vous faites ça jusqu'à ce que votre cours devienne naturel pour vous. Une autre technique, c'est la répétition espacée. C'est quoi la répétition espacée? C'est juste que vous voyez votre cours aujourd'hui, ou du moins une démonstration aujourd'hui. 3 jours après, avec la méthode de Feynman, vous essayez de restituer ce que vous avez vu. Ensuite, 1 semaine après, vous restituez. Et enfin, 1 mois après, vous restituez. Et donc, pourquoi c'est efficace? C'est parce que notre cerveau, ou du moins notre mémoire, fonctionne avec l'oubli. Et donc, le fait de se rappeler de l'information pendant un certain temps espacé, ça permet de graver l'information plus longtemps dans notre cerveau. L'erreur numéro 4, c'est que je passais beaucoup trop de temps sur le cours et pas assez sur les exos classiques. Vous devez maîtriser votre cours efficacement, mais également vous libérer un peu de temps pour pouvoir faire les exos classiques. Pourquoi? Parce que en fait, ces exos classiques-là vont vous permettre de comprendre l'utilité des théorèmes. Et aujourd'hui, vous avez un allié incroyable. À mon époque, lorsque je galérais sur une preuve ou une démonstration, je pouvais passer des heures. Aujourd'hui, vous avez l'IA. Donc, mon conseil, c'est que vous pouvez l'utiliser comme partenaire dans votre processus d'apprentissage. Vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez demander de vous poser des questions ou de tester votre compréhension. Et lorsque vous avez une zone de flou dans votre cours, vous pouvez directement aller poser la question à ChatGPT. Et donc, mon conseil, c'est que prenez l'abonnement de ChatGPT. Ça va vous être très utile et pensez-le au mieux que vous pouvez. Ensuite, pour la prise de notes, c'est beaucoup plus pratique de vous acheter aujourd'hui une tablette pour pouvoir noter votre cours directement. C'est plus pratique que des classeurs. Et d'ailleurs, au sujet des exos, il ne faut pas bachoter 50 exercices au hasard. L'idée, c'est de faire les exercices clés, c'est-à-dire les classiques, les incontournables. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces exos classiques constituent en fait des briques élémentaires de tous vos problèmes que vous aurez en DS. Et donc, maîtriser les exos classiques, c'est une manière de s'assurer de pouvoir aborder n'importe quel sujet. Même s'il tombe du ciel, vous serez prêt à l'aborder. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est que j'ai laissé mes échecs me définir et je me suis enfermé dans le travail. Il faut savoir qu'à Ginette, lorsque vous minorez un DS, c'est-à-dire lorsque vous avez la moins bonne note, la tradition veut que
Le major, donc celui qui a la plus bonne note, vous apporte du chocolat afin de vous encourager. Et moi, à force de minorer tous les DS, j'avais une collection de chocolat dans mon tiroir. Bref, derrière cette anecdote marrante se cache en réalité un vrai impact psychologique. Le fait que je n'ai jamais été dernier. Et ça, je n'ai pas su relativiser très vite. Puisque, en effet, il faut relativiser. Dans des prépas comme Ginette ou des grandes prépas en France, tout le monde a été premier dans son lycée. Et donc, forcément, parmi vous, il y aura un dernier. Sauf que ce dernier-là est le dernier des meilleurs. Et ça, moi, je n'ai pas su le relativiser tôt. Et donc, je me disais juste, je suis nul, je suis une merde, il faut vite que je remonte. Et donc, la conséquence, c'est que je voulais remonter vite. Je me suis donc enfermé dans le travail. Pas de pause, pas de moment de détente, pas de sport. Et là, ça rejoint l'erreur numéro 1, à savoir ne pas construire son système de travail. Parce que dans le système de travail, les pauses sont comprises dedans. Et donc, en vous enfermant dans le travail, sans réelle pause, sans moment de détente, vous allez forcément craquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me rappelle, les samedis soirs, on allait à Place du Marché, donc c'est une place plutôt bien connue à Versailles. Et là-bas, je buvais un peu trop d'alcool, histoire d'oublier toute la pression, histoire d'oublier toute ma situation. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas bon. L'alcool, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Vous ne ratez rien. Je peux comprendre la pression sociale, mais franchement, vous ne ratez rien. Le message ici, c'est que ne laissez pas vos échecs vous définir. Essayez de relativiser vite. Travaillez beaucoup, oui, mais n'oubliez pas les moments de détente, les moments de pause. Ça revient toujours au point numéro 1, c'est-à-dire votre système de travail. Les pauses obligatoires font partie intégrante de votre système de travail. Maintenant, parlons de l'erreur numéro 6. L'erreur numéro 6, c'est que j'ai mal géré mes vacances. Donc, en prépa, on a 7 semaines de cours, puis ensuite 2 semaines de vacances. Et moi, comme je m'étais enfermé dans du travail sans pause, j'étais littéralement cramé après les 7 semaines de cours. Et donc, les 2 semaines de vacances, généralement, on nous disait que première semaine, reposez-vous, et la semaine d'après, donc la deuxième, essayez de travailler vos cours, essayez de revenir sur les notions que vous aurez manquées. Sauf que moi, à force de travailler pendant les 7 semaines de cours, j'étais littéralement cramé à la fin. Et donc, mes 2 semaines de vacances, je faisais rien du tout. J'étais juste là à procrastiner, à me reposer. Et j'avais beaucoup de mal, en fait, à reprendre le rythme. Et donc, pour ceux et celles qui ont du mal, par exemple, à reprendre le rythme comme moi, évitez de vous reposer pendant la première semaine et puis la deuxième semaine, vous allez essayer de travailler. Ça va être difficile. Faites plutôt 2 heures de travail par jour. Vous pouvez fixer n'importe quel temps, mais il faut que ça soit léger et suffisamment tenable sur le long terme. Et donc, mieux vaut faire ça que de prendre un grand bloc de pause et ensuite de s'attendre à pouvoir reprendre le rythme la semaine d'après. Ça peut être difficile pour certains. Parlons maintenant de la dernière erreur, la plus grave. L'erreur numéro 7. Négliger l'essentiel, à savoir soi-même et les autres. Lorsqu'on est en prépa, on a l'impression que ce qui compte, c'est le travail. Sauf que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre corps, dans votre esprit et dans votre vie sociale, vous allez difficilement arriver jusqu'au bout. Et donc, moi par exemple, à Ginette, le jeudi était banalisé. On pouvait aller faire du sport ou des activités extrascolaires. Je m'étais inscrit au foot. Au début, j'y allais, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à arrêter parce que je voulais travailler. C'était une très mauvaise idée. Ces moments où vous allez faire du sport sont en fait des moments qui vous régénèrent. Donc, n'hésitez pas, faites du sport, faites des activités qui vous régénèrent. Ensuite, pour la vie sociale, j'avais tendance à m'isoler puisque ma situation académique ne me plaisait pas. J'arrivais pas à remonter la pente, ou du moins quand j'arrivais à avoir quelques bonnes notes, après ça rechutait. Et donc, cette situation m'attristait et donc je m'isolais. Mais ne vous isolez pas. Allez vers les autres, essayez de partager des moments parce que c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Et surtout, n'ayez pas honte d'aller demander de l'aide. N'ayez pas honte d'aller discuter avec les autres, d'aller exposer vos problématiques. Vous êtes dans le même bateau, vous êtes ensemble et le but, c'est de tout déchirer au concours ensemble. Donc, les autres sont là pour vous. Ils savent que c'est la prépa qui doit gagner pour les écoles. Et donc, let's go. Voilà mes 7 erreurs fatales en prépa. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Mon objectif, c'était de vous partager ce que j'aurais aimé recevoir. Et malgré cet échec à Ginette,
C'était une expérience extrêmement enrichissante qui a participé grandement à forger la personne que je suis aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur dans tes études, si actuellement tu es en prépa ou si tu comptes entrer en prépa, et je te dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager cette vidéo si elle t'a plu. Allez, ciao!